C'est l'inauguration d'un super magasin, je trouve très très réussi, vraiment très beau. On sent les coûts maîtrisés, on sent que c'est pas du luxe, mais on sent qu'il y a une patte. Vous savez, dans le mouvement Leclerc, c'est pas une société cotée, c'est pas une société de franchise. Chaque Leclerc reste indépendant, propriétaire de ses risques, de ses profits, il les réinvestit. Et donc chaque magasin, même si on ne répète pas les erreurs des autres et qu'on non plus on n'utilise pas le même modèle, chacun met son goût, son âme dans son outil de travail. Et vraiment dans ce magasin, il y a quelque chose de très attachant, je trouve, parce qu'avec sans luxe, sans marbre, sans clinquance qu'il y a souvent dans les centres commerciaux, moi ça me désole un peu. C'est une sorte de faux Dubaï, vous savez, qu'on voit là beaucoup. Moi j'ai jamais été à Dubaï, d'ailleurs je dis ça, mais vous savez, ce faux marbre et tout ça. Là je trouve que cette manière, par exemple, d'utiliser les murs avec des grandes reproductions d'affiches historiques du centre culturel, ou même d'avoir confié à des affichistes modernes, à des créateurs, à des plasticiens, d'avoir mêlé aussi leur création à des photos historiques de ce magasin. Je trouve ça très, très agréable, très personnalisé, et ça en fait un lieu de travail, un lieu aussi de confort pour l'achat, qui est tout sauf aliénant, tout sauf oppressant. Donc bravo pour cette réussite, Brice et toute ton équipe, et David, c'est vraiment un très très beau magasin. Je suis très fier de vous. Vous représentez bien l'enseigne là dans cette réalisation, et je crois aussi une tradition architecturale familiale. Hein, très bien. Tous les deux, les jumeaux là. Donc je voudrais vous dire ma fierté en tant que rejeton, moi aussi, hein, de générations précédentes. Je trouve qu'on prend bien le relais et qu'on a bien laissé la trace. Donc, qui d'autre que nous peut mieux le dire, hein, c'est congru, on va se congratuler. Non, vraiment, c'est un très bon magasin. Un magasin comme celui-ci ne marche cependant que s'il y a non seulement la mécanique, l'ossature, mais des personnes compétentes, chaleureuses, même dans la difficulté du travail, et tout entière dédiée dans son travail à la clientèle, aux consommateurs. Je trouve que c'est un magasin qui parle, mais je trouve que les personnes que j'ai vues un peu rapidement et un peu bougeatement tout à l'heure, comme ça, avant l'inauguration, serrer quelques mains, j'avais l'impression d'être presque ministrable en passant, comme ça, en serrant des mains. J'ambitionne pas ça, mais... Et je laisse là M. Trémège, peut-être. Et donc, j'ai vu des belles personnes, au rayon charcuterie, à la boulangerie, dans la cave à vin et tout ça. Et au-delà donc de l'écrin qui est magnifique, je vois bien, cher David, cher Brice, qu'un magasin comme ça ne peut que fonctionner que si vous avez des belles équipes. Et je les sens, ces équipes-là. Hein. Donc, mes compliments à tout le personnel, que je propose d'applaudir, parce que vraiment, c'est... que l'image de l'entreprise a beaucoup basculé, et même le discours du patronat aujourd'hui laisse peu place à un discours offensif, serein et chaleureux du rôle de l'entreprise dans la cité. Tout le monde en parle de manière aseptisée, mais ne donne pas à voir. Alors nous, dans les centres Leclerc, nous essayons de l'incarner par les adhérents Leclerc de cette coopérative qui ont des représentants dans chaque ville, qui sont des patrons de magasins dans chaque ville. Nous essaierons de l'incarner à travers mon discours, à travers le discours de l'enseigne. Mais je veux dire que ce soir, on fête dans ce monde entrepreneurial l'entreprise familiale, dans tous les sens dont vous en avez parlé tous les deux tout à l'heure dans vos discours. Et je pense que ça fait sens encore aujourd'hui, et c'est une nécessité que de rappeler au-delà de la satisfaction de l'ego des gens, on a tous besoin d'être reconnus et tout ça, mais le modèle même de l'entreprise familiale, c'est ce qui assure la pérennité de l'investissement, c'est ce qui assure le réinvestissement, et c'est ce qui donne aussi la visibilité d'un projet entrepreneurial, d'un projet économique. Ce n'est pas le modèle exclusif, mais c'est un modèle très important dans nos régions, dans nos terroirs,
Parce que souvent, ce modèle est porté par des personnes qui sont parties de peu et avec leur culture, sorties de l'apprentissage ou sorties de nos écoles de commerce, montrent et démontrent tous les jours le champ des possibles et que ce n'est plus un champ refermé. Donc cette inauguration, je crois, il ne faut pas hésiter de la mettre sous le signe de la réussite du modèle de l'entreprise familiale à travers cette famille qui était copionnière des centres Leclerc, qui est copionnière des centres Leclerc avec mes parents. Et ce magasin, en quelque sorte, est un magasin historique qui a connu toutes ces mouvances. Donc voilà 3 raisons, je pense, de faire la fête et qui sont chères à mon cœur et que je devais à toi, Jackie, à Jean-Claude, à Nicole, au Bélite, au Saint-Laurent, Knebel. Je devais vous dire à la fois vos remerciements, mais aussi ma fierté. Et vous avez aussi beaucoup contribué à ma propre formation personnelle. Et si aujourd'hui on m'accorde quelques crédits pour fédérer ces 106 000 personnes qui travaillent aujourd'hui sous l'enseigne Leclerc, ça fout un peu les pétoches hein, d'avoir une telle responsabilité quand on dit ce chiffre. Mais vous y avez très fortement contribué. Et toi, Nicole, qui a beaucoup travaillé pour concevoir les espaces culturels, tu n'as pas fait que ça, hein, le magasin de peau, mais c'est un bel hommage que je veux vous rendre. Alors, et on vous applaudit. Alors, une inauguration, c'est aussi l'occasion pour moi de réitérer 3 promesses. 3 promesses qui m'engagent moi, qui engagent le mouvement qu'a créé mes parents, et qui engagent l'ensemble des chefs d'entreprise qui travaillent sous l'enseigne Leclerc aujourd'hui, dont beaucoup sont là, et notamment ceux de la coopérative du Sud-Ouest, qui sont tous ici très dignement représentés par leur président, Didier Grimbaud, qui est quelque part, et puis quelques chaleureux pionniers de ce mouvement, comme Bernard Bordancin, dont vous savez, par exemple, à Mont-de-Marsan, combien il a bataillé après ce qui aurait pu être un tragique accident, mais qu'il a bataillé pour obtenir clairement la responsabilité dans le toit dans la coupole qui s'était effondrée, et toute l'énergie qu'il a mis pour refédérer tous ses salariés, ses fournisseurs, ses banquiers et ses assureurs pour faire une belle réouverture à Mont-de-Marsan, qu'il soit aussi chaleureusement soutenu. Donc oui, je suis là pour faire la promesse, 3 promesses. La première, c'est que toute cette modernisation du réseau, des magasins, c'est pas le consommateur qui va payer tout ce ripollinage, cette beauté supplémentaire et cette modernisation. Le modèle économique n'a pas changé. Nous n'avons pas changé. Nous ne nous sommes pas embourgeoisés et cette esthétique n'est pas opposable à notre volonté de vendre moins cher. Vendre moins cher, c'est vraiment dans nos ADN, c'est dans notre gène, mais c'est aussi, tout simplement, la première demande sociale exprimée par les consommateurs, par l'ensemble des salariés, par les retraités. Aujourd'hui, dans notre société en crise, quels que soient ceux qui essayent de revendre un projet de planche à billets de retour à l'inflation, c'est d'abord la première demande sociale. J'insiste, vendre moins cher, ce n'est pas une technique de communication. Dire qu'on défend le pouvoir d'achat, ce n'est pas simplement une opération publicitaire ou de marketing. C'est quand une entreprise est sur un marché de consommation courante, elle se doit de satisfaire ses clients, et la première demande des clients, c'est de défendre le pouvoir d'achat. Vous savez bien, aujourd'hui, que ce pouvoir d'achat ne va pas augmenter par un coup de baguette magique par les transferts sociaux, il n'y a plus d'argent dans les caisses, ou peu. Et d'ailleurs, faut-il refaire marcher les sacs troués et les tonneaux sans fond. Deuxième chose, vous savez bien qu'avec le taux de chômage aujourd'hui de la société française, qui est en grande partie structurel, ce taux de chômage fait qu'il y a toujours quelqu'un de moins cher sur le marché, moins cher que soi, quelles que soient les qualités. Et donc, on sait que, quelles que soient les ambitions des salariés d'augmenter leur salaire ou d'obtenir une augmentation du pouvoir d'achat par les salaires, on sait que le chômage agit comme une chape de plomb et qu'on sait aussi que les salaires ne vont pas reflamber en France comme cela. Donc la défense du pouvoir d'achat par les prix, n'en déplaise à tous ceux qui veulent qu'on les remonte, et ils sont nombreux aujourd'hui,
La défense du pouvoir d'achat par les prix, c'est notre mission et c'est notre engagement et c'est ce à quoi nous devons tous travailler. Qu'on fasse des magasins plus beaux, qu'on fasse des offres plus approfondies, des gammes plus diversifiées, nous devons rester les moins chers. Ça ne veut pas dire la paupérisation de l'offre, hein. Ça veut dire que quand le consommateur veut choisir un petit cru d'accès à 5 €, il le trouve dans la cave à vin, mais ça veut dire que s'il veut se payer un grand cru, et même s'il est smigard et qu'il veut se payer un grand cru, il faut qu'il le trouve moins cher. Parce que c'est ça, aujourd'hui, notre principe, ce n'est pas d'appauvrir l'offre, c'est de la rendre accessible. Et cette promesse-là, je vous assure, on va la maintenir, et pourtant Dieu sait si en ce moment, on sent qu'on est au bout du canon, et que certaines personnes, chez nos concurrents, qui veulent par exemple obtenir du législateur l'interdiction de la publicité comparative, veulent tuer le thermomètre comme si ça allait donner plus de marge aux entreprises, ou encore même un certain nombre de lobbies se cartellisent pour aujourd'hui essayer qui utilisent souvent les petits pour qu'on met en avant, hein, au journal de Jean-Pierre Pernaut, on va chercher en zone rurale l'agriculteur qui souffre le plus, la pharmacienne et en plus du pharmacien qui souffre en zone rurale, et on dit haro sur la grande surface qui empêche ces gens-là de vivre. Et ouais, c'est dur pour eux, j'en conviens, mais c'est quand même, il ne faut pas oublier que 80% de ce qui est vendu dans une grande surface est fabriqué par des sociétés nationales ou multinationales. Donc il ne faut pas se tromper de combat. On peut avoir une politique mécénale, on peut avoir une politique d'entraide, on peut avoir une politique spécifique à l'égard des PME, mais pour autant, il ne faudrait quand même pas que les gros se retranchent derrière les petits pour faire leur beurre. Ça, c'est quand même quelque chose à laquelle nous devons veiller, on l'oublie quelquefois. Ça fait un choc des entreprises, mais c'est notre rôle. Le législateur a voulu que les distributeurs soient concurrents entre eux, que les industriels soient concurrents entre eux, et donc, et d'ailleurs, il appartient seulement aux politiques et aux législateurs de dire si on déroge à cette règle. Donc la première promesse, c'est celle-là, c'est de tenir nos prix bas. La deuxième promesse, c'est que même dans la dureté de la crise, nous n'oublions pas d'où nous venons. Nous venons des terroirs, nous sommes des provinciaux, nous sommes des familles de province, nous sommes souvent des familles qui avons émergé de la glèbe, de notre ruralité, de notre rurbanité, comme ils disent les sociologues, donc nous ne l'avons pas oublié. Ça veut dire que dans notre réussite, nous devons regarder effectivement Coca-Cola, Procter, L'Oréal sous l'angle de la concurrence, mais nous devons regarder nos territoires aussi sous l'angle de l'emploi, de l'aménagement, du cadre de vie. Et donc Leclerc doit aujourd'hui être une locomotive, mettre sa réussite au service de toutes ces PME, de tous ces artisans, de tous ces producteurs locaux, non pas en faisant la charité, non pas en achetant plus cher, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de les valoriser dans nos rayons, c'est de leur donner la place pour que eux, chefs d'entreprise, entrepreneurs, puissent conquérir des marchés et vivent de leur marché, et non pas du mécénat ou de la subvention. Donc ça, c'est notre deuxième promesse, développer dans ces temps de crise une relation privilégiée avec des PME à qui on doit offrir plus de linéaire pour être présent, un marketing qui doit leur permettre que ça leur coûte moins cher, hein, que leur marque soit bien mise en avant, et que chaque centre Leclerc sur son site soit l'ambassadeur de ces entreprises, et qu'aussi il plaide à l'intérieur du réseau Leclerc pour que les meilleures entreprises, par exemple du Sud-Ouest, trouvent leur marché dans mon ouest à moi, dans ma Bretagne, ou dans le nord de la France. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'une société intégrée, que les grandes enseignes ne feront pas aussi bien que nous. C'est à nous de le faire. Enfin, la troisième promesse, c'est de privilégier l'emploi à la mécanisation. Alors vous allez me dire, ouais, de quoi tu causes, t'es quand même pas philanthrope. Vous avez raison. Moi je pense que, comme beaucoup de centres Leclerc, que les personnes, aujourd'hui, apportent dans la relation consommateur beaucoup plus d'expertise, beaucoup plus de chaleur que n'importe quel robot ou que n'importe quel scan, et que pour autant il faut alléger les tâches difficiles de manutention ou les tâches banales qui peuvent être très rapidement scannées, un code barre, etc. Autant notre stratégie Leclerc face à la révolution Internet, c'est aujourd'hui d'offrir en hypermarché plus de services, plus d'informations, plus d'accueil, plus de présence. Donc les centres Leclerc
mise là-dessus, on va dire par rapport à Amazon, Leclerc, que je ne cherche pas à dénigrer, mais que je donne comme symbole d'une société qui automatise et qui vend par correspondance. La stratégie de Leclerc, c'est aussi d'aller mettre sa marque sur l'Internet, mais de faire en sorte que les consommateurs trouvent ces produits dans nos territoires, dans nos hypermarchés, avec de plus en plus de personnes formées, de personnes expertes, de personnes compétentes.